Donc, on va commencer tranquillement ce webinaire ce midi. Bienvenue à tout le monde. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Gabrielle Prince-Guérard. Je suis étudiante au doctorat en études urbaines à l'INRS. Et aussi, je suis membre de l'ODP. Puis c'est moi qui vais être à l'animation pour ce midi. Donc, avant de commencer, quelques consignes techniques. Si c'est possible de fermer vos micros pendant la présentation. Il va y avoir une période de questions après la présentation. Donc, on va vous inviter à prendre la parole. Puis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. On va être à l'affût du chat. Et la présentation est enregistrée, mais la période de questions ne le sera pas pour permettre les échanges puis de prendre la parole un peu plus librement. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le profilage racial à Québec. Je vais commencer par une reconnaissance du territoire non cédé. Donc, nous reconnaissons au sein de l'ODP que l'UDM est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Montréal, Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, surtout Kanien'kehá:ka. Les conférenciers et conférencières d'aujourd'hui sont à Québec, une ville située à la croisée de plusieurs nations, dont Wabanaki, Innu et Atikamekw. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Euh, J'aimerais ensuite souligner, avant qu'on passe à la conférence, souligner en ce moment le mouvement, euh, le communautaire à bout, qui, en fait, il y a plus de 1600 organismes dans 17 régions du Québec qui seront en grève du 23 mars au 2 avril pour demander un meilleur financement récurrent, plus de prévisibilité pour des conditions de travail décentes pour le communautaire. Puis on a plusieurs membres de l'ODP qui sont en grève ou qui seront en grève, dont la Ligue des droits et libertés section Québec, qui est partenaire du rapport qui est présenté aujourd'hui par Maxime Fortin. Donc, la Ligue des droits et libertés section Québec sera en grève, va participer au mouvement la semaine prochaine. Et petit rappel, en fait, plusieurs d'entre vous le savent sûrement, mais le point culminant de la mobilisation est le 2 avril, le jeudi 2 avril. Donc, il y a une manifestation devant l'Assemblée nationale à Québec de 11 heures à 14 heures. Euh, donc, c'est important à souligner aujourd'hui. Je vais passer le micro à Stéphanie pour une brève présentation de l'ODP. Merci, Gabrielle. Euh, voilà, juste un instant. Voilà, donc Stéphanie Hood, je suis professionnelle à l'Observatoire des profilages. L'Observatoire des profilages, c'est une structure de recherche partenariale qui regroupe plus d'une quarantaine de chercheurs, une vingtaine de partenaires communautaires et institutionnels et plus de 80 étudiants et diplômés de la maîtrise et du doctorat provenant de disciplines variées, notamment le travail social, le droit, la criminologie, les sciences politiques, la sociologie et l'administration publique. Les travaux de l'Observatoire portent sur les pratiques et expériences de profilage dans les secteurs de la police, la justice, des services correctionnels, de la protection de la jeunesse, de la santé et des services sociaux, de l'aide sociale et de la migration, assurant une veille et une vigilance. Et il vise à développer de nouvelles connaissances sur les pratiques et les expériences de profilage, ainsi qu'à développer des plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques et les pratiques institutionnelles qui permettraient d'y mettre fin. Je te repasse la parole. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci Stéphanie. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Maxime Fortin, qui est politologue et auteur du rapport sur le profilage racial à Québec, qui a été publié l'automne dernier. Ce rapport présente les résultats de la première recherche qualitative qui documente directement le profilage racial pratiqué par le service de police de la Ville de Québec. Donc, Maxime, la parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, peut-être une petite présentation de moi-même. Je m'appelle Maxime Fortin. J'ai été le coordinateur et le porte-parole de la Ligue des droits et libertés section Québec de 2018 à 2024.
et je suis actuellement chercheur à l'IRIS, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et en termes de formation, j'ai une formation en sciences politiques, donc j'ai un doctorat en sciences politiques de l'Université Laval. Alors, comme ça a été mentionné, ben, je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter le rapport de recherche, la première étude traitant directement du profilage racial sur le territoire de la ville de Québec. Et ben, tout ça se fait dans la foulée là, des travaux amorcés par la CDPDJ, par plusieurs chercheurs en droit et en sciences sociales. Et ce rapport-là, ben, il poursuit là, vraiment le travail de documentation des expériences de profilage racial subies et vécues par les personnes racisées. Il mobilise les constats tirés d'une étude qualitative réalisée entre 2022 et 2023 sur le territoire de la ville de Québec. Et ben, il représente, comme j'ai mentionné, le premier rapport à se pencher spécifiquement sur le profilage racial pratiqué par le SPVQ sur le territoire. Ce rapport, ben, il démontre que le SPVQ fait usage de pratiques discriminatoires à l'égard des personnes racisées, les exposant à un traitement différentiel, à des privations de droits et à différentes formes de brutalité policière. Qu'est-ce que le profilage racial? À partir de, cette étude a travaillé à partir de deux définitions, celle de la CDPDJ et celle des Nations Unies. On va y aller rapidement avec celle de la CDPDJ. Donc, le profilage racial est défini par la CDPDJ comme toute action prise par une ou des personnes en situation d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui reposent sur des facteurs d'appartenance réelle ou présumée tels la race, la couleur, l'origine ethnique, nationale ou la religion sans motif réel ou soupçon raisonnable et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou un traitement différent. L'élément de traitement différentiel ici est extrêmement important. Profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d'autorité qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait notamment de leur appartenance raciale, ethnique, nationale, religieuse, réelle ou présumée. On considère aussi le profilage racial comme tout agissement des forces de l'ordre lorsqu'elles ont recours à des généralisations fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, la nationalité ou l'origine ethnique, plutôt que sur le comportement individuel ou des preuves objectives pour soumettre des personnes à des fouilles poussées, des contrôles d'identité, des enquêtes pour déterminer leur implication dans une activité criminelle. Il est important aussi avant de présenter les résultats, de faire une petite distinction ici entre interpellation et interception. Grosso modo, on a travaillé à partir de la distinction que fait l'Observatoire. Donc, on a considéré l'interpellation comme une situation qui renvoie à un moment où un policier tente d'obtenir l'identité d'une personne et de recueillir des renseignements sur elle, bien que cette personne n'ait aucune obligation légale de s'identifier. Donc, ce n'est pas une arrestation, ce n'est pas une détention ni une interception routière. C'est un contrôle policier effectué dans l'espace public, typiquement une interpellation lorsque quelqu'un marche sur la rue. On a opposé l'interpellation à l'interception. Donc, l'interception concerne les situations où une personne au volant d'un véhicule est obligée de s'immobiliser et de s'identifier à la demande d'une policière ou d'un policier. Donc, c'est donc un contrôle policier effectué sur la route. Et notons que l'interception routière aléatoire, c'est-à-dire sans motif préalable, a été jugée inconstitutionnelle et vectrice de profilage racial par la Cour suprême, par la Cour supérieure en 2022. Et précisons aussi que le gouvernement Legault fait actuellement appel du jugement et que le dossier sera traité en Cour suprême. Si on en vient directement à notre problématique. La problématique de cette recherche est toute simple et est centrée autour d'une question de recherche fondamentale. Est-ce que les agents du SPVQ pratiquent le profilage racial à l'égard des personnes racisées sur le territoire de la ville de Québec? Donc, grosso modo, cette recherche, elle s'intéresse à une question. Est-ce que les agents du SPVQ pratiquent le profilage racial à l'égard des personnes racisées à Québec? Au niveau de la méthodologie, c'est une recherche qualitative. Et cette approche-là nous permet d'étudier en profondeur une série de cas, de plonger dans les contextes en détail, de plonger dans les détails des interventions policières relatées et de comprendre comment le profilage racial peut finir par s'imposer dans le parcours de vie, voire le quotidien d'une personne racisée et ou immigrante à Québec. La collecte de données repose sur des entretiens de recherche et le recrutement s'est effectué via la méthode boule de neige. Grâce à cette technique, on a pu réaliser 20 entretiens
Et ben, l'entièreté du processus était balisée par notre certificat d'éthique de l'UDM. Donc, l'anonymat et la confidentialité des répondants et répondantes étaient protégés à partir du moment qu'ils avaient signé le formulaire de consent. Ce projet-là a nécessité une relance. Initialement amorcé en 2021, le projet au départ n'est pas parvenu à recruter suffisamment de participants et de participantes pendant sa première année d'existence. La pandémie et les mesures sanitaires ont grandement nuit au recrutement, tout comme la nature du sujet. Peu de gens sont enclins à parler d'une expérience désagréable ou traumatisante, particulièrement au sein des groupes minoritaires et marginalisés. C'est à la suite d'une relance du projet en 2022 par moi et par Patrick Goma-Magnongui qu'on a été capable de finalement recruter les gens. Nos constats de recherche sont donc tirés de l'étude de 20 cas rencontrés dans le cadre d'un entretien de recherche. 13 participants sont des hommes, alors que 7 participantes de l'échantillon sont des femmes. Les personnes rencontrées étaient âgées entre 18 et 51 ans, mais notons que 6 d'entre elles étaient dans la trentaine. On compte 17 personnes s'identifiant comme des Noirs, 2 personnes comme latino-américaines et une seule personne comme arabe. Et parmi notre échantillon de 20 personnes, il y avait 14 personnes qui n'étaient pas nées au Québec, ce qui démontre qu'une bonne forte proportion de notre échantillon était constituée de personnes immigrantes. L'analyse des données démontre que la quasi-totalité des personnes de notre échantillon se considèrent comme des victimes directes ou collatérales du profilage racial. Sur les 20 personnes rencontrées en entrevue, 17 affirment être des victimes du profilage racial, une affirme en être la victime collatérale, deux personnes considèrent qu'elles en ont été témoins, mais qu'elles n'en sont pas victimes. Et parmi les 17 personnes qui considèrent en avoir été victimes, 6 affirment en avoir été aussi témoins, ce qui porte le nombre de témoins à 8. Ce profilage racial, il se manifeste et se concrétise lors d'interpellations dans l'espace public et d'interceptions sur la route. Les interactions entre les policiers et les personnes racisées lors de ces interpellations et lors de ces interceptions sont essentielles à analyser si on veut en apprendre sur l'état des relations entre les forces de l'ordre et certains groupes minoritaires. Or, pour l'instant, penchons-nous simplement sur leur nombre. Si on fait une estimation, on a demandé à nos 20 personnes, à nos 20 cas, d'estimer le nombre d'interpellations et d'interceptions qu'elles avaient subies, qu'elles avaient vécues au courant de leur vie. Donc, le nombre de fois qu'un policier ou qu'une policière les a interceptés au volant ou les a interpellés dans l'espace public. On avait 3 personnes qui n'avaient jamais été interpellées ou interceptées. On avait 2 personnes qui avaient été interceptées une fois. On a 2 personnes qui ont été interceptées, interpellées moins de 4 fois. Par contre, on avait 4 personnes qui avaient été interpellées, interceptées à plus de 5 reprises. Et là, 5 personnes interpellées à plus de 10 reprises, à 10 reprises et plus, 2 20 reprises et plus. Et on avait 2 personnes qui, au courant de leur vie, avaient été interpellées, interceptées à plus de 40 reprises par les policiers et policières de la Ville de Québec. Pour presque la moitié des cas rencontrés dans ce projet de recherche, c'est-à-dire pour les 9 personnes interpellées, interceptées à plus de 10 reprises, le profilage racial fait désormais partie de leur réalité et marque de manière durable dans leur parcours de vie leurs interactions avec les forces policières. Pour plusieurs d'entre eux et elles, ce profilage-là a même commencé très jeune. Je vous cite quelques cas, quelques, quelques propos tirés des entrevues. Un jeune homme nous dit: j'ai commencé à me faire coller vers 16 ans. C'est déjà arrivé 3 fois en 2 jours, plus d'une fois dans la même journée. C'est déjà arrivé de me faire coller des journées consécutives aussi. La dernière fois, c'est il y a 3 semaines. Pourquoi tu veux pas m'identifier? Pourquoi je veux pas m'identifier? Parce que ça fait 20 ans que je me fais écœurer par la police de Québec. Un autre jeune nous dit: c'est quand t'es jeune qu'ils essaient de t'avoir. 17, 18, 19 ans, 20 ans, ça s'essayait. Tu tapes sur le clou quand ils sont jeunes, après ça, ils sont plus tranquilles. Un autre jeune nous dit: la première fois que j'ai été interpellé, on était au HLM Vanier. Marie de l'Incarnation, 8 ou 9 heures le soir. On nous demande les papiers, 13 ou 14 ans.
Qu'est-ce que vous faites ici? Incapable de prononcer les noms. Il s'impatientait en raison de la prononciation des noms. À cet âge-là, j'en ai eu plein. Donc, 13-14 ans. Et une autre personne nous dit, la première fois, donc la première fois qu'elle a été interpellée ou interceptée, ou la première fois qu'elle a été profilée, donc la première fois, c'est quand je suis déménagé à Sainte-Foy à 20 ans. Si on s'intéresse au moment des contrôles, les interpellations et les interceptions ont lieu le jour et le soir. Plusieurs personnes nous ont affirmé avoir été profilées le matin et l'après-midi. Ceci dit, notons que la majorité des interceptions et des interpellations qui nous ont été relatées ont eu lieu le soir. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas toujours en mesure de situer l'endroit et le secteur précis où elles avaient été interpellées ou interceptées. Il y a plusieurs personnes de l'échantillon qui sont des nouveaux arrivants et qui ne connaissent pas encore bien la ville et ses alentours. Donc, ceci dit, il ressort quand même de notre collecte de données que le profilage racial semble particulièrement présent dans deux secteurs, le secteur Saint-Roch et le secteur Sainte-Foy. Donc, si on regarde au niveau des estimations des interceptions, des interpellations et en fonction des lieux de contrôle, donc, on avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas en mesure de situer le lieu. Donc, on a 36 personnes qui avaient beaucoup de difficultés à situer, qui n'étaient pas en mesure de dire où est-ce qu'elles avaient été profilées. Par contre, à 13 reprises, le quartier Saint-Roch a été mentionné comme lieu où elles ont été profilées. Et à 9 reprises, le secteur Sainte-Foy a été mentionné comme secteur où elles ont été profilées. Donc, clairement, les secteurs Saint-Roch, donc le centre-ville, et Sainte-Foy, secteur, on va dire, banlieue universitaire, sont les secteurs où il semble y avoir le plus de profilage racial à Québec. Est-ce qu'il y a plus d'interpellations ou plus d'interceptions? Il y a 13 personnes de l'échantillon qui ont été interpellées lorsqu'elles circulaient dans la rue, et alors qu'il y a 12 personnes qui ont été interceptées sur la route alors qu'elles étaient au volant d'un véhicule automobile. Les personnes qui se considèrent principalement comme des piétons vivent le profilage racial à travers l'expérience des interpellations, et celles qui utilisent régulièrement la voiture et qui se considèrent comme des automobilistes le vivent à travers l'expérience des interceptions routières. Ce qui veut donc dire que si vous êtes une personne racisée et que votre moyen de transport principal, c'est la marche à pied, ben, le profilage racial a plus de chances d'être sous forme d'interpellation. Or, si vous êtes un automobiliste, ben là, vous avez beaucoup plus de chances d'être intercepté au volant. Certaines personnes ont déjà été interpellées et interceptées. Il y en a 8 dans l'échantillon. Il n'y a aucune de ces personnes qui a mentionné en entrevue sentir que le profilage est plus présent sur la route ou sur la rue. Et en fonction du nombre quasi égal de personnes interpellées, 13 versus les personnes interceptées, on fait l'argument que le profilage racial est possiblement pratiqué avec la même intensité sur la route que sur la rue. Si on s'intéresse aux motifs des contrôles, questionnés sur les motifs invoqués par les policiers pour procéder à leur interpellation ou à leur interception, les personnes rencontrées en entrevue ont fait état de motifs la plupart du temps liés au Code de la sécurité routière ou au non-respect des règlements municipaux. 9 personnes de l'échantillon ont été contrôlées en lien avec la sécurité routière et 4 en lien avec les règlements municipaux. 2 personnes de l'échantillon ont été appréhendées pour des infractions de nature criminelle. Donc, la grande majorité des contrôles n'étaient pas liés à une offense criminelle. La plupart du temps, dans les interventions qui m'ont été données d'analyser, l'intervention, l'interpellation ou l'interception n'était pas motivée par une offense criminelle, mais par le désir d'appliquer le Code de la sécurité routière ou les règlements municipaux. L'analyse du déroulement des faits saillants et du contexte des interpellations et des interceptions nous amène à constater la présence de pratiques policières discriminatoires et carrément racistes au sein du SPVQ. Les nombreux événements et incidents relatés par les personnes rencontrées en entrevue nous démontrent qu'elles ont été soumises à un traitement différentiel lors des interventions policières et victimes des préjugés racistes des agents du SPVQ. Ce traitement différentiel, il se traduit d'abord par une attitude cavalière ou méprisante
des agents à l'égard des personnes racisées. Il s'accentue via l'usage répété de la détention pour fin de contrôle et finalement, il se concrétise par un usage fréquent de la force et du recours aux sanctions. L'attitude des agents du SPVQ lors des interventions a été décriée dans la plupart des entrevues. Bien que rarement ouvertement impolis ou hostiles, les agents du SPVQ font très souvent preuve d'une attitude désobligeante ou pas très, on va dire, pas très courtoise à l'égard des personnes racisées. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste premièrement par l'absence de vouvoiement. Notons que le vouvoiement n'est pas une obligation. Les policiers n'ont pas l'obligation de vouvoyer les gens. Or, lorsque les policiers de la Ville de Québec sont en présence de personnes racisées, il semble que le tutoiement soit la norme, peu importe que la personne ait 20, 50 ou 70 ans. Ça se manifeste beaucoup par des questions intrusives aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce que tu, où est-ce que tu vas à cette heure? Il coûte combien ce véhicule? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ça se traduit aussi par des gestes méprisants. Notamment, il y a 3 personnes en entrevue qui nous ont affirmé que les policiers, après avoir terminé une vérification, ont carrément lancé les papiers d'identité dans la voiture après le contrôle. Si on entre maintenant dans ce qu'on pourrait appeler le cœur du profilage racial, les données de notre échantillon montrent que la détention des personnes pour fin de contrôle est largement utilisée à l'égard des personnes racisées par les agents du SPVQ. Parmi les 20 personnes racisées interviewées pour ce projet de recherche, 10 nous ont révélé avoir été détenues par les SPVQ dans le cadre d'une interpellation ou d'une interception. C'est donc dire que la moitié des personnes à qui nous avons parlé dans le cadre de ce projet de recherche affirment avoir été détenues par la police de Québec. L'analyse des propos recueillis nous amène à faire le constat que lorsque les personnes racisées se détournent... excusez. L'analyse des propos recueillis nous amène à faire le constat que lorsque les personnes racisées se soumettent au contrôle policier et obtempèrent à chacune des directives des agents, eh bien, l'interpellation ou l'interception se déroule sur une période de 5 à 15 minutes en moyenne. Par contre, lorsque les personnes racisées font valoir leurs droits et libertés, en refusant certaines demandes des agents comme de répondre à des questions intrusives, lorsqu'elles refusent de s'identifier dans l'espace public alors qu'elles en ont le droit, ou lorsqu'elles refusent l'identification des passagers d'une voiture, chose aussi qu'elles ont le droit. Lorsqu'elles font valoir leurs droits et libertés, eh bien, elles s'exposent à une forme de vengeance policière qui fait en sorte qu'on les immobilise pendant 30 minutes et plus. La durée des immobilisations est aussi liée aux ailes du SPVQ dans le dossier des permis dossier des permis de conduire internationaux et du genre du conducteur. On a 2 personnes qui ont relaté être régulièrement interceptées en raison de leur permis international, en raison du fait qu'elles possèdent un permis de conduire international. Et il y a 2 personnes qui nous ont affirmé être régulièrement interceptées parce que le genre du conducteur ne correspond pas au genre de la personne détentrice de l'immatriculation du véhicule. Bref, le SPVQ semble considérer suspect le fait qu'une personne s'identifiant comme un homme conduise une voiture qui, théoriquement, appartient à une femme, et vice-versa. Donc, il semble y avoir quelque chose de suspect dans le fait qu'un homme conduise le véhicule d'une femme ou qu'une femme conduise le véhicule d'un homme, et sans trop qu'on puisse comprendre pourquoi. Sur les 10 personnes ayant été détenues, il y a 8 personnes qui ont été arrêtées à la suite d'une détention et 2 autres qui ont été relâchées. Sur les 8 personnes arrêtées, 7 ont été menottées par les agents du SPVQ. Et par ailleurs, les contacts physiques entre le SPVQ et les personnes racisées rencontrées en entrevue apparaissent fort souvent marqués par la violence. 6 personnes de l'échantillon ont subi des violences lors de leur mise aux arrêts. Une jeune femme noire a été blessée à la tête
2 hommes noirs ont été plaqués au sol par les agents. Un jeune homme noir s'est fait menacer avec un pistolet et 2 hommes noirs ont été rudoyés et bousculés lors de leur arrestation. Sur ces 6 cas de violence, un seul est lié à la répression d'une infraction criminelle conduite avec facultés affaiblies. Donc, à 5 reprises, le SPVQ a utilisé la violence contre des personnes racisées pour essentiellement appliquer le Code de la sécurité routière ou les règlements municipaux. La fréquence des contrôles, leur durée et leur caractère humiliant et punitif amènent les gens des groupes ethniques et minoritaires à modifier leur comportement dans l'espace public et sur la route et à développer des stratégies d'adaptation. Il y a essentiellement 4 stratégies d'adaptation distinctes qu'on a pu identifier et qui semblent être privilégiées par les personnes de notre échantillon. Premièrement, filmer les interventions policières pour avoir des preuves, pour pouvoir documenter. Deuxièmement, augmenter leur niveau de connaissances juridiques. Donc, savoir quels sont leurs droits et libertés, savoir quels sont les pouvoirs des agents. Troisièmement, la vente d'un véhicule attirant trop l'attention. Donc, se débarrasser d'un véhicule de luxe ou d'un véhicule à l'aspect trop clinquant de peur qu'il attire l'attention des policiers. Et l'évitement physique de la police. Donc, faire en sorte de ne pas avoir de contact physique avec la police. Tous ces incidents avec la police exposent des personnes racisées à un traitement différentiel, on l'a dit, mais aussi à des sanctions légales et pénales, des blessures physiques et des traumatismes psychologiques. En conséquence, on pourrait s'attendre à ce que plusieurs d'entre elles portent plainte et entament des recours. Alors, qu'en est-il? Ben, il y a 4, si on part de l'échantillon toujours à l'étude, il y a 4 plaintes qui ont été adressées directement au SPVQ. Donc, il y a 4 personnes de notre échantillon qui directement ont été se plaindre au SPVQ du profilage racial qu'elles avaient subi. Ces personnes-là nous ont dit qu'au mieux, elles ont ressenti une certaine sensibilité de la part de quelques agents qui ont accepté de les rencontrer, mais que grosso modo, la situation n'a pas changé. On a 4 personnes qui, elles, sont sorties dans l'espace public pour dénoncer le profilage racial. Parmi ces 4 personnes-là, ben, il y en a 2 qui considèrent que cela a aidé ou que ça n'a pas nuit. Il est intéressant de mentionner qu'il y a une salve de critiques qui s'est abattue sur le processus de plainte en déontologie policière lors de la collecte de données. Les 3 personnes qui nous ont dit avoir porté plainte en déontologie nous ont fait part des frustrations et de leur déception engendrée par le processus et par ses résultats. Et il y a 3 personnes qui n'ont pas fait l'expérience du processus de plainte, mais qui ont exprimé leur total manque de confiance envers le mécanisme. Donc, à la fois du côté des personnes qui ont entré dans le processus de plainte et du côté des personnes qui n'ont pas entré dans le processus de plainte, il y a une défiance et il y a une méfiance très grande à l'endroit de la commission en déontologie policière. L'un des apports intéressants et originaux de cette étude, c'est l'éclairage qu'il amène sur le racisme systémique et sur les raisons expliquant pourquoi les personnes racisées sont réticentes à porter plainte et à demander justice. Outre la méfiance envers les institutions et la difficulté de parler d'une expérience négative, il faut désormais considérer dans l'analyse que plusieurs personnes racisées ont été victimes de crimes et d'incidents racistes en début de parcours de vie et que ces crimes et incidents n'ont pas été pris au sérieux par la communauté ou les autorités, et ce, même quand les victimes ont porté plainte ou ont dénoncé. En effet, il y a 12 personnes sur 20 dans mon échantillon, qui ont fait état de situations où elles avaient été victimes d'incidents, de crimes racistes, voire de crimes haineux pendant leur enfance ou lors de leur adolescence. Donc, on parle ici de gestes posés par de simples citoyens. Et dans la très grande majorité des cas, ces actes et ces gestes sont demeurés dans l'ombre, n'ont pas été dénoncés ou rapportés, et lorsqu'ils l'ont été, ben, les auteurs ne furent pas sanctionnés. Alors, en conséquence, il y a plusieurs personnes racisées qui en ont tiré pour leçon qu'elles ne seront pas crues, pas écoutées,
qu'elles n'obtiendront pas justice en prenant la parole ou en portant plainte. Dans la mesure où elles n'ont pas eu gain de cause contre de simples citoyens, comment pourraient-elles avoir gain de cause contre des agents de police? Donc, le racisme vécu pendant l'enfance et l'adolescence prépare et tristement habitue les personnes racisées à subir un traitement différentiel et des pratiques discriminatoires. Le racisme ordinaire et haineux vécu par les personnes racisées avant l'âge adulte, ben, il est annonciateur d'un racisme systémique vécu au contact des institutions et contre lequel beaucoup de personnes racisées pensent avoir bien peu de recours. Le racisme des policiers, il est en quelque sorte le prolongement du racisme du chauffeur d'autobus, mentionné à l'entrevue numéro 10, du chauffeur d'autobus municipal, entrevue numéro 13, du moniteur de conduite automobile, entrevue 14, du patron, entrevue 17, du commerçant, entrevue 20, des voisins, entrevue 21, et même des passants, entrevue 19. Donc, cette situation fait en sorte qu'un certain fatalisme émerge des propos collectés. Parlons maintenant d'une affaire incontournable pour notre objet d'étude, et c'est avec ça qu'on va terminer, qu'on va conclure. L'affaire Wolfpack. Il est, je dirais, devenu capital d'étudier l'impact de l'affaire Wolfpack pour comprendre l'émergence, l'essor du profilage racial dans la vieille capitale. Quel jeu de mots. En 2002, le SPVQ procède au démantèlement d'un réseau de prostitution contrôlé par des criminels afro-descendants et libanais connus sous le nom de Wolfpack. L'affaire provoque un tollé, notamment en raison du fait que plusieurs femmes étaient mineures et que certains clients étaient des figures connues du grand public, entre autres le journaliste Robert Gillet. Les preuves déposées en cours démontrent que des proxénètes afro-descendants, pour la plupart issus de l'immigration, procèdent au recrutement de jeunes filles mineures dans les bars, les spectacles, les parcs et autres lieux fréquentés par les jeunes. L'enquête Scorpion va mettre fin aux activités du Wolfpack à Québec. Et le SPVQ va mettre un terme à l'enquête Scorpion en 2003. Mais le démantèlement du réseau Wolfpack en 2002, il a été fortement médiatisé. Très, très fortement médiatisé. Il est rapidement devenu le sujet de prédilection des grands médias et du grand public. Et surtout des radios d'opinion. En fait, on peut véritablement parler d'une panique morale autour de l'affaire Wolfpack dans ces années-là à Québec. Croyant que les autorités n'étaient pas allées assez loin, n'étaient pas allées au bout de l'affaire, il y a des citoyens et des citoyennes qui se sont mobilisés par centaines pour demander que l'on continue l'enquête Scorpion. Il y a même une pétition de 80 000 noms remise au chef du Parti Action démocratique de l'époque, Mario Dumont, qui va être déposée à l'Assemblée nationale du Québec en décembre 2003. Alors, c'est dans ce contexte précis que la lutte aux gangs de rue devient une priorité politique à la Ville de Québec. Et c'est à ce moment précis qu'est créé le groupe de relations et d'intervention policière auprès de la population, le fameux GRIP, créé en 2004. Initialement chargé de combattre le proxénétisme et la prostitution, on va finalement lui affecter la surveillance des bars et le renseignement criminel. Donc un mandat beaucoup plus large que prévu. Nos témoignages nous permettent d'affirmer que c'est vraiment la suite de cette panique morale et de cette priorité municipale accordée à la lutte aux gangs de rue que le profilage racial est devenu une pratique policière normalisée par le discours ambiant. L'impact de l'affaire Wolfpack est ressorti très fortement dans les entrevues. Je vous cite quelques propos tirés de mes entrevues. Quelqu'un nous dit, t'as eu le Wolfpack et à partir de là, le profilage a commencé. Une autre personne nous dit, il y a eu la vie avant le Wolfpack et la vie après le Wolfpack. Le Wolfpack a détruit, ravagé l'image des Noirs à Québec. Avant le Wolfpack, il y avait une surveillance. Après, il y a comme une haine qui s'est installée. Une autre personne nous dit, le point d'ancrage, c'est Opération Scorpion. Il y a eu un avant et un après Scorpion à Québec, pour la société et pour les personnes racisées. Une autre personne nous dit, le Wolfpack, ça a vraiment pas aidé pendant un moment. Et une autre personne nous dit, même moi,
Ça m'est déjà arrivé de me faire traiter de Wolfpack dans un centre d'achat quand je marchais avec ma blonde. D'ailleurs, une petite anecdote. Alors qu'il circule sur le Grand Allée le soir accompagné d'une jeune femme, un homme afro-descendant est interpellé et une policière lance à la jeune femme: Si tu me dis que c'est ton pimp, ton proxénète, donc si tu me dis que c'est ton pimp, on l'embarque tout de suite. Pendant que l'autre policier enfile ses gants d'intervention. Le contexte de l'affaire Wolfpack et de l'opération Scorpion semble avoir créé une forme d'association d'idées conscientes ou inconscientes entre masculinité noire, féminité blanche, voiture de luxe et proxénétisme. La citation suivante qu'un homme afro-descendant attribue à un agent du SPVQ l'ayant intercepté est très révélatrice de cet état d'esprit. Donc, un agent du SPVQ a lancé à un homme noir de Québec: Faut que tu comprennes, 6h30 ou 7h du matin, on voit un noir avec une blonde dans ce genre de véhicule-là, une Mercedes, ça porte à confusion. Tu sais, à Sainte-Foy, on ne sait pas. D'habitude, à ces heures-là, est-ce que tu vois ce que je veux dire? La politique de lutte aux gangs de rue du SPVQ, après avoir, dès ses balbutiements, ciblé les jeunes noirs. Donc, les 5 personnes de notre échantillon affirmant avoir constaté une augmentation des contrôles policiers à leur endroit sont tous des hommes et la jeune femme citée a plutôt la jeune femme citée plutôt en référence au ciblage des jeunes hommes noirs. Mais au-delà du genre et de l'ethnicité, il y a un autre facteur qui semble avoir vraiment joué euh, par rapport au profilage, au fait d'être profilé ou pas, ben, c'est l'appartenance à la communauté hip-hop. Considéré ou plutôt associé à une musique criminogène, la communauté hip-hop de Québec a particulièrement été ciblée par le SPVQ. Donc, à partir des années 2000, il y a un ciblage particulier des communautés noires, des communautés immigrantes, et il y a un focus, il y a une focale vraiment qui est mise qui est mise sur la communauté hip-hop. Je termine avec les impacts du profilage racial. Ben, le profilage racial a notamment inévitablement des impacts sur la vie de ceux et celles qui le subissent. L'une des conséquences inévitables, ben, c'est la peur, le stress, l'hypervigilance en présence de la police. Donc, un sentiment global d'anxiété face à la police. L'autre type de conséquences ou d'impact, ben, ce sont des conséquences de type financière, donc amende, vente à perte d'un véhicule. L'autre type d'impact, ben, ce sont les impacts psychologiques sur les membres de la famille, et sur les gens et sur les membres de la famille, donc misanthropie, isolement, paranoïa. Et un autre impact, ben, c'est carrément l'envie de quitter la ville de Québec, ou carrément de quitter le Québec. Alors, pour laisser le temps à la discussion et pour les questions, je vais tout simplement conclure. Bien, cette étude était la première consacrée au profilage racial pratiqué par les agents du SPVQ sur le territoire de la ville de Québec à l'encontre des personnes racisées. Et elle démontre que le problème existe malheureusement dans la vieille capitale. Bien que le SPVQ nie catégoriquement que ces agents traitent différemment les personnes racisées, ben, les faits et témoignages amassés durant ce projet de recherche prouvent que plusieurs policiers et policières font preuve de discrimination dans l'exercice de leurs fonctions. La méthodologie qualitative utilisée pour ce projet de recherche nous empêche bien entendu de généraliser nos résultats. Contrairement aux enquêtes statistiques de l'équipe Harmonie Massano Mulon, on ne peut pas déterminer la probabilité d'une personne racisée d'être interpellée ou interceptée par le SPVQ sur le territoire de la ville de Québec, ni comparer les taux d'interpellation à des groupes racisés à ceux des groupes appartenant à la majorité blanche. Notre échantillon n'est ni aléatoire, ni représentatif des populations issues de la diversité et habitant la ville de Québec. Néanmoins, on estime que les résultats obtenus dans cette étude révèlent l'existence de pratiques discriminatoires et racistes au sein du SPVQ et ben, que ces pratiques relèvent du profilage racial. Ben, et d'une manière analogue à l'étude de Marie Livingstone en 2020, qui, elle, a utilisé une démarche qualitative pour mettre en lumière le profilage racial du SPVM à Montréal, eh bien, notre étude offre un éclairage sur la réalité des victimes face au profilage racial et démontre que le profilage racial n'est pas seulement ou n'est pas principalement le produit de préjugés. Il est aussi le résultat de certaines politiques organisationnelles des services de police et de la municipalité. La question du profilage racial à Québec, elle doit être étudiée encore
bien davantage. Il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'éclairage qui reste à amener sur cet enjeu. Mentionnons d'ailleurs que les chiffres obtenus par le Globe and Mail l'année dernière sur la ville de Québec allaient dans le même sens que nos constats. On encourage d'ailleurs les journalistes et les chercheurs à renouveler les demandes d'accès à l'information pour obtenir ces chiffres-là pour les autres années. Et ben, dans un premier temps, il apparaît évident qu'un travail statistique comparable avec ce qui était fait à Montréal et à Repentigny doit avoir lieu à Québec, c'est-à-dire une enquête statistique sur l'ethnicité des personnes interpellées et interceptées sur le territoire. Alors, ben, je m'arrête là et ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime. C'est passionnant et très inquiétant en même temps. Euh, Moi, on s'est rencontrés au lancement du rapport à l'automne. Puis vraiment, ce qui ressortait, c'était le fait que les données n'existent pas à Québec. Puis le fait que ce rapport-là existe maintenant, ben justement, ça ouvre la voie à continuer de documenter le phénomène, même si malheureusement, il est dénoncé depuis des dizaines d'années, tu sais. Mais il n'est pas pris en compte par les institutions parce que souvent, ben c'est ça, il faut comme des... Les institutions écoutent beaucoup écoutent plus les rapports ou les productions scientifiques que les personnes concernées, malheureusement, mais vraiment, je tenais à souligner la pertinence et l'importance de ce rapport-là. Euh, on aurait une quinzaine de minutes de questions environ.